Voilà, comme pour tous les autres candidats, nous disposons de 20 minutes et c'est Dominique Pialot qui va vous poser la première question. Alors, c'est une question commune en fait à tous les candidats qui consiste à vous demander quelles vont être vos mesures phares en termes de transition écologique et la part du budget de la ville que vous comptez y consacrer. Si vous aviez 100 jours, voilà. Quelles sont les priorités en 100 jours? Alors, j'avais préparé un peu dans cet esprit, mais c'est vrai que je voulais poser un petit diagnostic et un petit état des lieux quand même. Si vous n'êtes pas trop Je fais longue. partie des personnes qui considèrent qu'on est en urgence absolue. Et je vous pose quelques questions. Est-ce que vous pensez que Paris est une ville qui est prête à être confrontée à des températures de 50 degrés en 2030, dans 4 ans? Est-ce que vous pensez qu'au rythme auquel nous allons actuellement, pour ce qui est de la transformation énergétique ou de la transformation écologique, végétalisation, rénovation, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour être prêt à ce rythme-là? Est-ce que vous pensez que les conditions de vie des Parisiens dans leur environnement protègent leur santé? Et si vous répondez non à toutes ces questions, moi je réponds absolument pas, eh bien vous considérez que vous êtes en urgence absolue. Et là, la question du budget, elle vient derrière. On y répondra la semaine prochaine, nous, par un chiffrage de notre budget, mais je peux vous dire d'ores et déjà que concernant les investissements qui seront faits sur ce que nous appelons la bifurcation écologique, nous ne serons pas dans l'économie. Et nous ne considérons pas qu'il faut reculer de 200 millions au prétexte de désendetter la ville de Paris. Nous considérons qu'il y a urgence absolue en la matière. Concernant la priorité des priorités, la première décision que nous prenons quand nous arrivons au Conseil de Paris, moi maire, je dis moratoire sur tous les projets inutiles, sur tous les projets de bétonisation, sur tous les projets de construction de bureaux. Il y a, je crois, en 9 ans, entre 2013 et 2022, ils ont autorisé, la majorité sortante, 1,6 million de mètres carrés de bureaux supplémentaires. 1,6 million. Et il y a encore des projets dans les tuyaux parce que vous Et il y a parlez de encore des projets dans les tuyaux. Donc vous avez vu ce que ça donne en la tour Triangle, bien entendu, cette horreur, mais aussi Austerlitz, qui est, me disait Émile Meunier, qui est un écologiste qui nous a rejoint, il nous disait c'est une tour allongée, Austerlitz. Nous disons stop au bureau. Stop, ça suffit. Paris ne peut pas en encaisser davantage. Donc ce que nous disons, c'est qu'on va sanctuariser la pleine terre. Nous avons besoin d'urgence d'augmenter le nombre d'espaces verts, de mètres carrés d'espaces verts pour chaque Parisien. L'OMS dit il faut 10 mètres carrés pour être en bonne santé. On parle de santé mentale et de santé physique. Et le sujet de la santé mentale, c'est pas un petit sujet dans notre ville. Hein. C'est un sujet fondamental, central, dont il faut s'occuper. Aujourd'hui, on est à 3,6 mètres carrés. 10 en comptant les bois. On est à 8 et quelques en comptant les bois, mais on compte pas les bois. Si vous l'avez pas à côté de chez vous, ça sert à rien, ça compte pas. Vous parlez d'inégalité justement d'accès aux espaces verts. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il n'y en a pas suffisamment? Enfin, on n'empêche personne d'entrer dans un espace vert, on est d'accord? C'est limité parce que les parcs sont souvent fermés le soir, déjà d'une, ils sont fermés à certains horaires, donc c'est pas si libre que ça l'accès, premièrement. Oui, mais ça, c'est pour et ensuite, tout le monde. si vous l'avez pas à proximité de chez vous, vous bénéficiez pas de l'avantage d'un espace vert. À quoi ça sert un espace vert? C'est pas juste pour aller pique-niquer. Les températures sont moins élevées dès lors que vous avez de la biodiversité, de l'ombre et que vous avez de la nature près de chez vous. Donc oui, il faut disperser cela. Aujourd'hui, on est capable de cartographier toutes les zones de la ville de Paris qui sont particulièrement exposés à la pollution ou particulièrement exposés à la chaleur. Il y a une cartographie de ces zones. Donc il faut prendre, puisqu'il y a cette étude, c'est fondamental, il faut la prendre et il faut se dire, partout où on peut, dans ces quartiers-là, il faut créer, si c'est possible, des parcs, bien entendu, les plus grands possibles, des zones de biodiversité. Moi, j'en connais une dans ma circonscription qui s'appelle la Terre d'écologie populaire, qui est le résultat d'une lutte des citoyens et des écologistes pour empêcher la bétonisation et la construction sur ce terrain-là. Et cette lutte a permis d'avoir un espace de biodiversité totale, un espace de convivialité et de vie pour les habitants du quartier. Pardon, vous arrêtez de construire? Est-ce que vous arrêtez de construire, y compris pour les logements sociaux? La question des logements sociaux, aujourd'hui, elle se pose pas en nouvelle construction. Elle se pose en comment on récupère tout le vacant.
On a des bureaux vacants à Paris. On a au moins 1 million de mètres carrés de bureaux vacants. Donc vous transformez les bureaux en C'est de logements la sociaux. transformation, c'est de la réquisition de logements. La réquisition, c'est du ressort de l'État. Alors en fait. moi, je propose une régie publique de gestion locative qui proposera aux bailleurs privés de nous confier leurs logements. Et pourquoi c'est important et pourquoi j'en parle ici ? Parce que cette régie publique de gestion locative, elle proposera aux bailleurs privés de confier-nous votre logement. On va s'occuper de vous accompagner dans la rénovation énergétique du logement. Aujourd'hui, une politique publique qui ne planifie pas et qui ne prend pas en main le pilotage de la rénovation thermique, y compris dans le parc privé, ça ne marche pas. Nous, on propose d'avoir un outil, un instrument qui serait cette régie publique, régie verte, on voulait l'appeler, pour justement accompagner le privé vers la transformation énergétique. Donc ce sera notre instrument dans le privé. À côté de ça, on a bien sûr l'instrument du parc public, où là, il y a urgence, premièrement, à faire un audit sur l'état d'avancement des rénovations. Ça va pas assez vite. À ce rythme-là, c'est dans 40 ans. 5 000 par an, on nous a dit. Voilà, mais c'est pas assez. C'est dans 40 ans, on y sera encore. Mais c'est peut-être pas assez, mais ça a l'air d'être déjà compliqué parce qu'on peut pas faire les travaux en logement occupé, etc. Enfin, je sais pas, vous avez des idées pour... C'est très compliqué. Mais d'abord, il y a des mesures d'urgence à prendre parce que la qualité de vie des gens dans le logement public, elle s'est dégradée. Et quand vous allez dans les HLM, pas très loin d'ici, vous dites aux gens comment ça va, ils vous disent au prétexte de la rénovation thermique, on ne s'occupe plus de nous. Vous entrez dans des logements qui sont délabrés, voire insalubre pour certains d'entre eux. Il y a un abandon des bailleurs pour les habitants qui leur disent ce sera rénové en 2028 ou en 2030. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est d'aller faire un audit, d'aller voir les gens, de leur dire comment on améliore les conditions de vie immédiates. Parce que l'écologie, c'est la santé. Et quand vous vivez au milieu de la moisissure, que vos gamins chopent de l'asthme, parce que c'est 7000 nouveaux cas par an en Île-de-France d'asthme chez les enfants. Donc, il y a des mesures d'urgence qui peuvent être, par exemple, il y a bien sûr tous les murs anti-bruit autour du périphérique, là où il y a des logements sociaux en bordure des périphériques et des grands axes. Mais il y a aussi des questions de filtrage de l'air aux fenêtres. On peut avoir des mesures rapides pour protéger la santé des gens, des mesures de remise en état des logements, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas le parc public au prétexte de la rénovation thermique. Sinon, ne vous étonnez pas ensuite d'avoir des gens qui considèrent que l'écologie est bourgeoise et que l'écologie sert à des mangeurs de graines. Je veux dire, si on ne fait pas les choses en tenant compte des premières victimes du changement climatique, des premières victimes de la pollution atmosphérique, de la pollution de l'eau, de la pollution sonore, de la pollution lumineuse dont on peut parler aussi, parce que c'est une des mesures que nous avons dans notre programme. Sur les travaux de rénovation, vous proposez de soutenir de 25 à 100% des travaux à travers la régie publique, justement. Mais comment vous financez ça, en Écoutez, il s'agit de mobiliser plusieurs leviers. D'abord, quand on dit aux gens, vous nous confiez votre appartement à louer pour 3 ans, on va le conventionner. Donc, on le louera à prix modéré. Si c'est 3 ans, nous vous assurons 25% de la rénovation thermique et les démarches pour obtenir la prime Rénov' qui vont remettre en route et tous les financements mobilisables, que ce soit au niveau européen ou parisien ou régionaux, etc. C'est un accompagnement de gestion administrative. L'idée, c'est d'aller jusqu'à 100% pour ceux qui nous confient leur logement sur 12 ans. Vous nous confiez la location de votre appartement pendant 12 ans, on le louera à prix modéré sur des publics identifiés et disons prioritaires, pas privilégiés mais prioritaires, et en échange nous prenons en charge. C'est un investissement que l'on fait. Et si aujourd'hui on laisse le marché s'occuper de la rénovation thermique du privé, on n'y arrivera jamais. Donc on a le public où on a la main, on est en capacité peut-être d'accélérer en investissant plus, et on a le privé où il nous faut un outil de planification et d'accélération de la rénovation thermique du privé. Dans quelle mesure, alors on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant avec les principaux candidats, les précédents, de mobilité douce. Comment vous comptez continuer ce qui a été fait, préserver ou revenir sur certaines choses qui ont été faites ? Si vous parlez du vélo, il n'est pas question de revenir sur la pratique du vélo parce qu'on est aujourd'hui à peu près 12% des déplacements qui sont à vélo à Paris et il y a une demande de vélo. Donc nous, on veut déjà commencer par répondre à la demande. Notre programme est basé sur des besoins et des attentes. Donc on a identifié une demande de déplacement à vélo des Parisiens. Donc il faut lever tous les freins à la pratique du vélo. Nous considérons que se déplacer à vélo dans Paris et en petite couronne, relève d'une mobilité, d'un mode de transport qui doit être géré par le public.
Nous considérons qu'il doit y avoir un service public du vélo. Le service public du vélo, c'est déjà récupérer Vélib, bien sûr, et le municipaliser, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher, mais c'est aussi une école de formation, d'apprentissage pour notamment les classes populaires, pour qu'elles apprennent à faire du vélo, à se déplacer en vélo, mais aussi à prendre le code de la route, à respecter le code de la route, à apprendre à vivre et à se déplacer à vélo. Et à réparer son vélo. Et bien sûr, il y a tout ce qui est autour de la maintenance et de la réparation des vélos. Mais il y a cette pratique, il faut la démocratiser et la populariser. Par exemple, nous avons l'intention de faire tous les dimanches des quartiers, voire des pistes entières, des routes entières réservées à la bicyclette. On se balade à vélo les week-ends, c'est bien. Comme les voies sur berge. Oui, mais pas que les voies sur berge. Par exemple, vous savez, les gens de l'Est parisien ou les gens du Sud de Paris, les gens des quartiers en périphérie, il y a 500 000 personnes qui vivent dans les quartiers populaires à Paris. 500 000 personnes. Vous croyez vraiment que c'est parce que le service Vélib n'est pas en régie municipale qu'ils ne font pas de vélo? Non, les gens ne savent pas faire du vélo, madame. Il faut leur apprendre. Il y a plein de gens qui ne savent pas en faire. Dans les quartiers populaires, c'est pas une pratique qu'on apprend tout petit, c'est pas vrai. Donc on apprend, on accompagne, on met à disposition des vélos. Il faut que les dimanches que l'on veut réserver à la bicyclette dans certaines zones, il faut qu'elles se répartissent, pas toujours au même endroit, pas le long des berges. Peut-être que ce sera le long les maréchaux qu'on rendra cyclables. Les gens pourront faire un tour régulièrement de tout Paris à vélo avec une espèce de fête populaire. C'est ça, démocratiser et populariser le vélo. Mais par rapport aux mobilités, il y a un autre sujet. Juste pour finir sur le vélo, est-ce que ça implique aussi un aménagement des infrastructures ou c'est juste apprendre aux gens à faire du vélo et organiser des dimanches Bah oui, parce que les freins à la pratique du vélo, il y a un frein qui est fondamental et essentiel, c'est celui de la sécurité. Moi, je parle de la sécurité aujourd'hui parce que beaucoup de gens renoncent à aller en vélo parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux, que c'est trop conflictuel. Il y a, je crois, si je dis pas de bêtises, au moins 200 carrefours qui ont été identifiés comme prioritaires pour être réaménagés et sécurisés par Paris Ancel. Donc ça, ce sera une urgence absolue parce que la sécurité doit primer sur tout le reste. Il y a bien sûr toutes les pistes qui posent problème aujourd'hui. On les a identifiées, on les connaît, les pistes accidentogènes, etc., où il faut intervenir dessus. Donc la question de la sécurité, donc de l'infrastructure, se pose naturellement. L'autre question, c'est faire encore plus de pistes cyclables. Il y a un déséquilibrage entre les pistes cyclables d'un côté de Paris, l'Est et l'Ouest parisien. Il y a un équilibrage à faire, c'est très bien. Il y a des inégalités territoriales, il y a des résistances culturelles peut-être, des résistances sociales qu'il faut lever, et le vélo et le démocratiser, c'est pour tout le monde. Donc il faut essayer d'accompagner les gens vers la pratique du vélo, et puis en même temps il faut faire l'investissement nécessaire. Mais c'est pas suffisant. Est-ce que vous continuez, vous poursuivez la baisse de la place de la voiture dans oui, Paris? Alors, ce que l'on veut faire, nous, c'est réduire le stationnement en surface. C'est ce que fait déjà l'actuel. Pour cela, ce que nous voulons, c'est récupérer toutes les concessions qu'on a faites au privé de parking, de stationnement souterrain, mais aussi faire un audit et repérer toutes les places de stationnement qui sont dans le logement public. Parce qu'il y en a énormément qui ne sont pas occupés et qui ne sont pas utilisés. Excusez-moi, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, récupérer les concessions privées? Celles qui sont données en DSP, par exemple, à Vinci ou à d'autres. Vous voulez les remunicipaliser? Oui, tout à fait. On veut récupérer la maîtrise du parking souterrain à Paris. On veut l'utiliser comme un moyen, justement, de réduire le stationnement en surface. Parce que ce sera peut-être l'occasion, à chaque fois qu'on supprimera des places de stationnement, d'installer à la fois une piste cyclable d'un côté, de l'autre côté, ce sera aussi les places ombragées qu'on veut mettre en place un peu partout dans Paris, qui sont des places publiques où les gens peuvent se retrouver dans un espace démarchandisé, mais collectif, parce que l'objectif, c'est que c'est bien d'avoir des terrasses de café, mais on n'est pas obligé d'aller consommer à la terrasse d'un café, qu'on puisse avoir des terrasses et des lieux de convivialité totalement démarchandisés. J'ai vu ça à Barcelone, c'est extraordinaire. Les gens s'y retrouvent, enfants, personnes âgées, des gens pour pique-niquer, boire un verre, et on ne dépense pas chez un commerçant quand on n'a pas forcément les moyens de le faire. Juste, qu'est-ce que ça change que ce soit municipalisé versus privé en termes... prix. C'est pas mal déjà. Vous voulez les rendre plus accessibles. Oui, et puis la maîtrise, c'est-à-dire le contrôle, c'est-à-dire l'usage que l'on en fait. Vous pouvez avoir le parking privé, c'est du stationnement parfois longue durée, de véhicules qui stationnent là mais qui ne bougent pas, il n'y a pas de flux.
Le fait d'en récupérer la maîtrise, c'est aussi une façon de dire, quand on a des commerçants qui nous disent, si vous piétonnisez ici, il nous faut du parking et du stationnement pour que les gens viennent quand même dans notre rue piétonne. Eh bien, ça nous permet d'organiser les choses de cette façon-là. C'est une vision globale. C'est essentiel, c'est indispensable de l'avoir. Par ailleurs, je crois qu'il ne faut pas que la ville de Paris renonce à parvenir à supprimer le diesel à Paris. Ça, c'est un des renoncements qu'on ne peut pas accepter. Moi, je l'accepterai pas. Renoncer, donc il faut interdire le diesel à Paris. Bon, déjà, on va aller voir les 30% de bus RATP qui fonctionnent toujours au diesel. Il faut qu'on dise non, on ne veut pas de diesel à Paris. Pour les bus, oui, mais puisque vous êtes sensible aux quartiers populaires et aux classes populaires, vous n'avez pas l'impression que là, vous allez stigmatiser cette population? Il se trouve que les populations des quartiers populaires parisiens sont pas les populations qui détiennent le plus de véhicules. La propriété est sur l'Est et sur les périphériques parisiens, enfin les portes parisiennes, c'est moins de 1 véhicule par habitant. On est même à 0,4, je crois, véhicules par habitant. Donc c'est pas là qu'il y en a le plus du diesel. Mais oui, ça pénalise un certain nombre de professionnels. Il y a certainement